Bonjour ma sœur. Bonjour, Hector. Merci d'être avec nous ici maintenant. Donc j'aurais quelques questions à vous poser sur la vie de Jérôme Le Royer de la Dauversière. Donc tout d'abord, nous sommes à côté d'un très grand escalier. En fait, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça représente? D'après l'information que j'ai, cet escalier faisait partie de l'ancien hôtel-Dieu de la Flèche. Alors, évidemment, ça nous rappelle Monsieur de la Dauversière, comme on aura la chance de s'en parler. Et puis, c'est extraordinaire que cet escalier de chêne ait pu être transporté ici comme un rappel des origines des sœurs hospitalières de la Flèche qui sont venues, les premières qui sont venues à l'Hôtel-Dieu de Montréal, où nous sommes. D'accord. Et donc d'abord, qui est Jérôme Le Royer de la Dauversière et qu'est-ce qu'il a fait? On a écrit un très beau livre sur Monsieur de la Dauversière, et puis on l'a appelé « Celui qui a rêvé Montréal ». Puis il me semble que ça lui convient tout à fait. Quand on pense que cet homme-là s'est occupé d'une manière vraiment remarquable des débuts de Montréal, et il n'y a jamais mis les pieds. Et puis, ça vaut la peine, quand on parle de la Fondation de Montréal, de ne pas l'oublier, celui qui est derrière la Fondation, comme d'ailleurs le baron de Fancamp, Pierre Chevrier, baron de Fancamp, puis le baron de Renty, et puis M. Ollier, le fondateur de Saint-Sulpice. Ces quatre-là ont travaillé et ont contribué d'une manière extrêmement importante à la Fondation de Montréal sans jamais y mettre les pieds. Mais justement, Jérôme Le Royer, comment est-ce qu'il a fondé Montréal sans jamais y mettre les pieds, sans jamais venir ici? Tu sais, Jérôme de la Dauversière, il est né en 1597. On n'entend pas parler de lui jusqu'en 1630. Entre-temps, il a fait de longues études chez les Jésuites. Il y avait un collège très, très réputé, le collège Henri IV, que les Jésuites avaient à la Flèche. Il a étudié là 9 années de temps. Alors, donc, c'est vraiment quelqu'un qui a été formé là. Et puis, il s'est marié, il a eu 5 enfants, plus ils ont adopté un 6e enfant. Et puis, alors, c'est un homme aussi qui était, on pourrait dire, là, dans le temps, un homme d'affaires. Et puis, c'est pas qu'il était riche, mais il s'occupait de beaucoup de choses qui avaient des impacts financiers. Et puis, en 1630, c'était un homme d'une grande foi chrétienne. Et puis, le 2 février 1630, comme c'était l'habitude, les Jésuites avaient des congrégations mariales pour leurs anciens élèves. Et puis alors lui, ce jour-là, il s'est rendu faire sa consécration à Marie. Mais quand il en parle plus tard dans sa vie, il en parle comme qu'il s'était lui-même consacré à la Sainte Famille, lui, sa femme, ses enfants. Puis, ce jour-là, il semble avoir eu une révélation spéciale. Nous autres, on a de la misère avec ça, les révélations spéciales. Mais ce qu'on sait de Jérôme, c'est que ça s'est réalisé, les choses. Alors, cette première révélation, c'était, il lui était demandé, lui, marié, père de famille, homme d'affaires, de fonder une congrégation de femmes qui s'appellerait les Sœurs de Saint-Joseph, les hospitalières de Saint-Joseph de la Flèche. Là, c'était pour la Flèche. Et puis, quand il a parlé de ça à son directeur spirituel, parce que ces personnes-là qui étaient très engagées dans la foi, souvent étaient guidées par des personnes qu'on pensait être des sages. Puis on lui a dit, oubliez tout ça, c'est un rêve. Et puis, occupez-vous de votre femme, de vos enfants, de vos affaires. Et puis, mais c'était tellement persistant qu'après un certain temps, son directeur spirituel a dit, non, non, tu fondes.
suis ton appel. Alors, ça, c'est un premier moment. Puis en 1634, donc il avait 37 ans, là, et il a eu un second appel qui lui disait que non seulement il avait à fonder une communauté à la Flèche, mais qu'il avait à s'occuper de la fondation d'une implantation dans le Nouveau Monde. Et puis, c'était Montréal. Puis, il semble que par des manifestations spéciales, c'est comme si cet homme-là avait vu de loin Montréal. On dit que de sa façon de décrire l'intérieur de l'île et les alentours de l'île manifestait une connaissance que personne ne s'explique. Puis, alors, ça, voyez-vous, ça, je dis, c'est arrivé, ça, en 1634, la deuxième révélation. En 1737, au début de 1637, il a eu les fameuses relations des Jésuites dont le père Monette a parlé précédemment. Et puis, évidemment, on disait qu'une femme célèbre en France, la duchesse d'Aiguillon, avait financé l'Hôtel-Dieu de Québec. Puis c'est comme si, lisant ça, Jérôme s'est dit, Montréal aurait besoin de ça. Alors, on pourrait dire que son rêve d'établir Montréal, bien, ça s'est concrétisé plus spécialement, fonder l'Hôtel-Dieu à Montréal. Donc, les sœurs hospitalières, justement, quels rôles elles ont eu ici à Montréal spécifiquement? Alors, tu sais, lui, d'abord, il avait fondé une communauté à La Flèche, les Sœurs de Saint-Joseph de La Flèche. Et puis, à un moment donné, ici, pour Montréal, là, entre-temps, il y a eu la fondation de Montréal en 1642. Et puis, à un moment donné, Jeanne Mance, ça ne suffisait pas. Jeanne Mance, qui avait été acceptée avec M. de Maisonneuve pour fonder Montréal, bien, Jeanne Mance, elle devait s'occuper de l'Hôtel-Dieu, mais toute seule, comme ça. Alors, elle avait besoin d'hospitalière. Puis, bien, M. de la Dauvertière lui-même a contribué au choix des 3 sœurs qui ont été envoyées à Montréal, puis qui sont arrivées en 1659. Exactement l'année de la mort de M. Jérôme Le Royer de la Dauvertière. Et puis, alors, c'est bien sûr que ça faisait partie de son rêve, mais tu sais, Hector, il faudrait que je retourne un petit peu en arrière pour te dire que Monsieur de Jérôme, là, c'était beau d'avoir eu ce rêve de faire une implantation, mais tu n'arrives pas quelque part quand tu n'es pas propriétaire et que tu penses que tu vas installer les choses. Alors, qu'est-ce qu'il a dû faire? Bien, ce qu'il a dû faire, c'est aller trouver celui qui, à ce moment-là, était propriétaire de l'île de Montréal. C'était M. de Lauzon. Il s'est rendu à l'endroit en France où vivait M. de Lauzon, puis il est allé avec le baron de Fancamp qui, lui, avait des sous, puis il lui a demandé s'il acceptait de vendre l'île de Montréal à lui, Jérôme, puis à M. de Fancamp. M. Lauzon a dit non, un non catégorique. Mais seulement les deux, Jérôme et M. de Fancamp, se sont rendus à Paris, puis ont rencontré là le père Lallemand qui revenait du Canada, puis qui était un ami de M. Lauzon. Puis ils lui ont dit, il faut convaincre M. Lauzon de vendre l'île. Mais M. de Lauzon avait l'île de la part de la Compagnie des Centres Associés. Et puis, comme la Compagnie des Centres Associés n'était
pas contente parce que M. Lauzon n'avait pas rempli les conditions. En tout cas, finalement, en 1640, l'île de Montréal a été rendue à Jérôme Le Royer de la Dauversière et à M. de Fancan. À partir de là, ils pouvaient préparer le voyage. Mais imagine, c'est une chose de dire on va aller commencer une colonie à Montréal. Mais il faut que quand tu arrives là, il y ait des choses de rendu, parce que sans ça, tout le monde meurt. Alors, c'est très intéressant, tout le travail qui a été fait par Jérôme Le Royer de la Dauversière avec son ami, le baron de Fancan, puis l'autre, le baron de Renty, pour préparer des denrées, toutes sortes de choses, puis envoyer ça dans les bateaux à Montréal. De sorte que, quand en 1642, le premier contingent s'est installé à Montréal, bien, au moins, il y avait des choses qui les attendaient un peu. Alors ça, c'est très... Moi, là, quand je pense à Jérôme Le Royer de la Dauversière, c'est le travail immense qu'il a fait pour organiser Montréal. Puis j'essaie de ne jamais oublier qu'il était marié, père de famille, et puis qu'il avait toutes sortes de choses qu'il faisait en France. Mais donc aussi, donc en fait, ce qu'il a fait concrètement, en fait, pour fonder la ville de Montréal, c'est donc d'abord acheter l'île, oui, et ensuite de fonder les sœurs hospitalières pour qu'elles aillent ici à Montréal, c'est ça? C'est-à-dire, avant ça, vois-tu, c'est lui qui avait son mot à dire pour le choix de qui dirigerait la colonie de Montréal. Alors, il a eu son mot à dire dans le choix de M. de Maisonneuve, qu'il a rencontré. Puis il a dit, après avoir rencontré Maisonneuve, il a dit, là, j'ai mon homme pour toutes les questions de l'extérieur. Mais il me faut trouver une personne pour les choses du dedans. Puis c'est là que Jeanne Mance s'est présentée. Mais quand Jeanne Mance s'est présentée, elle était très attirée par Montréal, mais elle n'avait pas la santé. Quand quelqu'un lui a dit « Accepteriez-vous de fonder l'Hôtel-Dieu de Montréal? » Elle a dit « Je ne suis pas la personne pour faire ça, je n'ai pas la santé. » Et puis, mais elle aussi, elle avait un directeur spirituel. Puis alors, avec son directeur spirituel, bien, elle a finalement compris que c'était son appel. Puis, elle pouvait le faire à condition d'avoir une grande bienfaitrice derrière elle. Puis alors, c'est Madame de Bullion qui voulait rester complètement dans l'anonymat. Puis qui est restée dans l'anonymat. Mais vous savez, il n'y a pas loin d'ici, il y a la rue de Bullion. Il y a toutes sortes de choses, puis même dans l'Hôtel-Dieu, le pavillon de Bullion. Vous savez, pour nous rappeler que l'Hôtel-Dieu, c'est à la fois Jeanne Mance, Madame de Bullion, puis les premières hospitalières, les trois, qui sont arrivées plus tard, hein, en 1650. Justement, pour Jérôme Le Royer de la Dauversière, parce qu'on a vu souvent qu'il était pauvre, mais aussi il était riche. Donc en fait, il était vraiment... Est-ce qu'il était pauvre ou est-ce qu'il était riche? C'est ça. Il était d'un esprit de pauvreté semblable à saint François d'Assise. Puis d'ailleurs, il y a eu l'influence jésuite à cause de son éducation. Mais il s'est beaucoup occupé des Récollets, qui étaient une des branches de l'ordre franciscain. Puis alors, lui, plus encore que les malades, ce qui le préoccupait, c'était les pauvres. Puis alors, même dans sa règle de vie qu'il a préparée pour les sœurs hospitalières, l'accent, il est là-dessus, sur les pauvres. Puis alors, comment il voulait aider les pauvres. Donc, c'était quelqu'un qui avait un immense souci des pauvres.
par ailleurs, lui-même, il n'était pas riche, mais il a eu le privilège, il a eu la grâce de trouver des personnes, puis d'être proche des personnes, particulièrement les trois que je nommerai et que j'ai déjà nommés, le baron de Fancan, le baron de Renty, et puis M. Ollier, le fondateur des Sulpiciens. Les trois, c'était des personnes qui avaient de l'argent, alors qui ont pu aider. Vous savez, il y a un grand texte fondateur qui s'appelle « Les véritables motifs de la fondation des messieurs et dames de la Société de Notre-Dame de Montréal ». Et puis, dans ça, on donne les raisons pour lesquelles on voulait fonder Montréal. Et puis, on voit que ça a été, au point de départ, un projet qu'on ne peut pas dire autrement, mystique. Mais mystique avec une consonance chrétienne très claire. Alors, dans ça, on a même un passage qui dit « Nous allons fonder Montréal pour célébrer les louanges de Dieu dans un désert où Jésus-Christ n'a jamais été nommé. » Ça, là, on a ça dans un document écrit que vous pouvez vous procurer, qui est même sur Google. Mais aussi, donc, apparemment, Jérôme Le Royer de la Dauverchère a connu de Maisonneuve, il a connu des barons. Donc, en fait, d'un certain côté, Jérôme Le Royer de la Dauverchère était connu, en fait. Enfin, au départ, même avant la fondation, était un grand homme. Il n'était pas un homme très connu. Il faisait du travail, qui est un service public, donc oui. C'est pas un homme de fortune, mais même, on peut dire, il est mort sur la paille. Parce que dans un rien de temps, il a perdu tout ce qu'il avait de fortune. Alors, de ce point de vue-là, on peut dire riche quand je regarde son œuvre, puis son œuvre qui continue jusqu'à aujourd'hui, parce que les sœurs qui sont ici, les sœurs hospitalières de Saint-Joseph, bien, je veux dire, ça fait partie de l'œuvre de M. de la Dauverchère, et puis elles le reconnaissent comme tel. Puis vous savez que lui, à un moment donné, dans une révélation il aurait reçu un anneau, et à l'intérieur de l'anneau, il y avait les mots « Jésus, Marie, Joseph ». Bien, si aujourd'hui, vous rencontrez n'importe quelle sœur hospitalière de l'Hôtel-Dieu de Montréal, vous allez vous apercevoir que chacune porte un anneau, puis qu'à l'intérieur de l'anneau, c'est écrit « Jésus, Marie, Joseph ». Puis je l'ai vérifié, là, dernièrement. Donc, en fait, si on comprend bien, Jérôme Le Royer de la Dauverchère est le fondateur, en fait, vraiment de Montréal. Et Jeanne Mance a fait ce qu'il a fait, mais dans la continuité, en fait. C'est ça? Vois-tu, lui, on peut dire là, qu'il y pensait à la fin des années 30, 1639, 1640, il commençait à préparer le voyage, puis tout ça. Jeanne Mance, elle est venue en 1642. Elle l'avait rencontré, lui, avant de partir pour Montréal. Et puis, comme j'ai déjà dit, lui, il n'est jamais venu. Mais elle est venue, puis elle a fait des voyages de retour parce que je la considère, elle, ordinairement, on dit Monsieur de Maisonneuve, le fondateur de Montréal. Mais à des moments donnés où ça semblait une cause désespérée, Montréal. En 1651-53,
les difficultés à cause des relations avec les Iroquois étaient telles que Jeanne Mance a dit à M. de Maisonneuve, allez en France, et puis si vous n'êtes pas capable de recruter 200 personnes, on va considérer qu'on ferme Montréal. Et puis, il a dit lui-même, moi, si je n'ai pas au moins 100 personnes pour revenir avec moi, je ne reviens pas, puis on ferme Montréal. Et puis, alors, tu sais, de ce point de vue-là, Jeanne Mance, elle a joué un rôle très, très grand pour dans le sens que tu dis, la continuité, mais à cause du fait qu'elle a été capable d'intervenir à des moments clés pour la survie de Montréal. D'accord. Donc, merci beaucoup, ma sœur. J'ai eu beaucoup de joie à participer à votre très beau projet. Puis je vous félicite de faire ce que vous faites pour le 375e de Montréal. Vous avez tout mon appui.